Fidèles auditeurs et auditrices de la radio scolaire éducative du Crépet, bonjour. Dans notre émission d'aujourd'hui, deux parties. Dans la première, nous ferons le point sur quel sens donner à la feuille de route tracée par le président de la République et mise en place par le ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que le MENFOP veut améliorer et quelles sont les compétences à élargir? Quelle expertise veut-il renforcer? Surtout, de quoi le MENFOP est fier aujourd'hui? Enfin, un bilan sur les années précédentes. Et dans la deuxième partie, notre rubrique Histoire raconte, dédiée à nos jeunes auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter un nouveau conte intitulé La tortue avisée. Passez un moment agréable en notre compagnie. Utilisez les erreurs pour renforcer les acquis et imaginez des solutions pour ne pas les répéter. Quel sens donner aux objectifs que le MENFOP a atteints? Qu'est-ce que le MENFOP a réussi à reporter, oublier? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre émission avec M. Mohamed Barkhasiraj, conseiller technique au MENFOP, que nous avons accueilli au studio de la radio scolaire éducative du Crépet. Merci Madame Halawi de nous donner l'occasion d'évoquer ici la feuille de route de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui est là maintenant depuis 2 ans et demi bientôt. Donc, comme vous l'avez dit, il a reçu, comme tous les ministres, une feuille de route du président de la République. Et cette feuille de route de l'éducation, il est temps maintenant de faire un peu les bilans par rapport à ce qui a été réalisé depuis son arrivée à la tête de ce département. Bien. Alors, en 2 ans et demi, dès le début, quand il est arrivé au ministère, quelques mois après, le ministre a jugé de revoir un peu les fonctionnements du ministère parce que, vous savez, depuis les États généraux, il faisait 15 ans, en 2016. Donc, 15 ans après les États généraux, 15 ans après la naissance de l'école djiboutienne, il était temps de faire une pause et de réfléchir, d'où l'idée de la tenue de la réflexion nationale et du colloque sur la qualité. Parce que, vous savez, depuis ces dernières années, la qualité dans les écoles baissait, disons. Donc, la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous parce que, durant les premières années qui ont suivi les États généraux, le gouvernement, les ministères a donné la priorité pour ce qu'on appelait la scolarisation des masses. On a donné la priorité à l'accès. Donc, la construction des écoles partout, ce qui fait qu'il fallait se pencher un moment sur la qualité. D'où les raisons de la tenue de cette réflexion nationale qui a réuni tout le monde. Les acteurs de l'éducation nationale, que ce soit les enseignants, les parents, les élèves, mais également les acteurs de la société civile. Donc, nous avons réfléchi autour de cette école. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer la qualité? Donc, un colloque. Et de ces colloques sont sortis des recommandations. Tout ça, c'est un. Et à partir de là, la feuille de route a été renforcée par, je dirais, ces documents de recommandations. Il y a eu la réforme de l'enseignement moyen et technique. Il fallait réformer. Tous les systèmes de l'enseignement moyen et secondaire a été réformé. Il y a eu le recrutement massif des inspecteurs. Bon, la base a été déjà faite, mais surtout au niveau de l'enseignement moyen, secondaire et technique. Nous avons recruté 13 inspecteurs. Des conseillers pédagogiques ont été eux aussi recrutés en masse. Des conseillers pédagogiques ont été affectés pour la première fois dans les régions, un peu partout. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la mise en place du cadre unique des professeurs. Parce que, vous savez, il y avait, jusqu'à l'année dernière, disons, il y avait des enseignants, par exemple de la base, qui sont dans les cadres d'instituteurs et qui sont diplômés, qui ont des licences, parfois même des masters, et qui n'appartiennent pas au corps des professeurs. Il y avait aussi ce qu'on appelait les professeurs adjoints, c'est-à-dire des professeurs qui n'étaient pas recrutés par licence, mais par DUG. Donc, pour supprimer tout ça, il a été décidé de créer les cadres uniques des professeurs. Tous les enseignants sont recrutés sur licence, qu'ils soient de la base, qu'ils soient du moyen, du secondaire. Donc, la mise en place du cadre unique des professeurs. Ça, c'est un des grands projets qui ont été réalisés au cours de ces 2 dernières années. Il y a eu aussi l'accès par voie de concours aux fonctions des chefs d'établissement. Ça, c'est aussi, je dirais, une des réformes phares du MENFOP, parce que jusqu'à présent, les chefs d'établissement étaient nommés selon la signature du ministre. Les ministres nommaient qui ils voulaient, comme ils voulaient. Maintenant, on a arrêté avec cette pratique. On a décidé que désormais, pour être chef d'établissement, il fallait passer un concours. Donc, la nomination, disons, par mérite, méritocratie. Ça, c'est une réforme phare. C'est déjà mis en pratique puisque les premiers chefs d'établissement adjoints ont été recrutés par voie de ce concours. Il y a eu également la décentralisation de l'organisation des examens dans les régions. Pour les BEF, les gens venaient dans les régions. Par exemple, les collèges de localité venaient passer leurs examens dans les chefs-lieux. Qu'on a arrêté avec cette pratique, chacun passe chez lui. Après, il y avait les jurys. Donc maintenant, les jurys, dans chaque région, on a mis des jurys pour chaque examen, que ce soit à l'entrée en 6e ou les BEF. Les épreuves sont organisées, corrigées et les résultats sont délibérés et annoncés sur place dans chaque région. Donc c'est ce qu'on appelle la décentralisation des examens qui ont leurs avantages parce que l'enfant, il est dans son milieu et après, les délibérations aussi sont faites dans la réalité de chaque région. Également, la célébration et l'encouragement de l'excellence, comme on l'appelle, des examens du bac. Donc, depuis
depuis maintenant quelques années, nous célébrons chaque année les résultats des bacs de manière officielle, souvent avec le chef de l'État même à Djibouti, pour encourager le mérite, pour encourager l'excellence. Donc les meilleurs bacheliers sont chaque année primés, ce qui fait qu'au fil des ans, nous constatons que le nombre de candidats admis avec mention est en croissance. Cette célébration de l'excellence, elle se fait aussi dans les régions, même si dans les régions, malheureusement, on constate qu'il n'y a pas souvent beaucoup de candidats admis avec mention. Voilà, il y a du travail à faire encore à ce niveau, mais il y a quand même de l'excellence là-bas aussi dans les régions, d'où l'intérêt d'encourager. Donc, on organise ça aussi dans les régions en collaboration avec les ministères délégués de la décentralisation qui nous accompagnent aussi dans cette démarche. Bon, le bilan, il est costaud, je crois. Vous savez que depuis 3 ans maintenant, que les bureaux des examens ne donnent plus les diplômes du BEF ni du BEP et que juste ils donnent une attestation alors qu'auparavant les enfants ils avaient vraiment leur diplôme. C'est décourageant quand même. J'ai appris cela moi aussi. J'ai vu des parents qui se plaignaient de la non-délivrance de ces diplômes. Je ne sais pas pourquoi ce diplôme est remplacé par l'attestation, mais moi je trouve que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que vous savez, les BEF dans la vie scolaire, les premiers diplômes de l'enfant. Dans le temps, nous quand on était gamin, il y avait ce qu'on appelait les certificats d'études primaires qui étaient les premiers diplômes. C'était un diplôme. Il n'y en a plus ça maintenant. Donc maintenant c'est les BEF qui est les premiers diplômes que l'enfant est censé mettre dans sa main. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on priverait l'enfant de ses droits. Il a eu ce diplôme. C'est un diplôme jusqu'à présent. Donc, tout diplôme mérite d'être décerné, d'être donné. La direction des examens doit fournir ce diplôme à ses enfants et il n'y a pas de raison pour qu'on ne leur donne pas. Qu'est-ce qu'encore le MENFOP a réalisé? Oui, j'allais passer maintenant sur le port obligatoire de l'uniforme. L'un des projets, je dirais, phares, une réforme qu'on a instaurée au début de cette année. Un projet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité beaucoup de réactions positives comme négatives d'ailleurs. Donc ça, c'est l'un des projets importants de l'actuel ministre. Comme on l'a dit et redit, c'est un projet qui n'est pas venu comme ça, puisque c'est un projet qui découle des recommandations des États généraux. Donc c'est un projet qui était là depuis très longtemps, où des ministres hésitaient à concrétiser. Qui a été relancé aussi lors du colloque. C'est un projet qui a été encore relancé lors du colloque, donc on a réalisé. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, les enfants sont tous habillés en uniforme. Les enfants portent l'uniforme partout, au milieu rural comme urbain. C'est un très bon projet et je crois que dès septembre prochain, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les collèges. Inch'Allah. Inch'Allah. Mieux vaut avertir les parents de le dépasse vers la fin de l'année, comme quoi l'année prochaine, les collèges aussi aura l'uniforme. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire, profitant de votre radio, pour dire déjà, voilà, que l'année prochaine, ce sera au tour des collégiens de se préparer pour cette nouvelle tenue. L'information officielle sera faite en son temps. Je suis un peu dans les secrets, donc je peux vous dire que c'est un projet qui est prévu, qui va se réaliser, Inch'Allah, de septembre prochain pour les collèges. Contre une chose, Monsieur Mohamed, nous on est sur le terrain pour le collège, mais au moins adapter le tissu avec la chaleur. Là, on était à la première expérience cette année. On s'est mis dans les bains maintenant. Tout ce qui doit être corrigé sera corrigé. Le tissu actuel, il est de très bonne qualité. Mais seulement, on a favorisé la qualité du tissu, mais ce tissu, comme le disent certains, n'est pas adapté au climat. D'où l'intérêt, non, de revoir le tissu, peut-être les couleurs aussi. Les couleurs, c'est joli, les couleurs. Les couleurs, c'est joli. Mais je crois que pour les collèges, il y aura une autre couleur, je sais pas, pour les différencier un peu de la base, peut-être plusieurs couleurs. Et puis, je crois que les écoles de base de l'enseignement privé doivent aussi, l'année prochaine, s'y mettre à l'uniforme, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils ne mettent pas l'uniforme, parce que ces enfants aussi relèvent de l'éducation nationale. Quand on dit l'éducation nationale, c'est à la fois l'enseignement public et privé. Pour cette année, nous avons commencé avec le public, et l'année prochaine, le privé, lui aussi, devra s'y mettre. Et par la suite? Voilà, j'ai pas parlé de l'école d'excellence, hein. Bon, là aussi, c'est un nouveau projet. L'école d'excellence qui est un projet du président de la République. Bon, ça, c'est un cas à part parce que c'est une école destinée aux élites, aux meilleurs des meilleurs. C'est une école qui marche bien. Dès cette année, je crois, les premiers enfants vont passer les BEF. Ils font 2 niveaux par année. Cette école marche très bien. Et pour la première fois aussi, des enfants issus des écoles privées sont admis à cette école. Et des enfants issus des régions aussi. Je connais 2 enfants du Tadjoura qui sont admis l'année dernière à ces concours et qui suivent maintenant à l'école d'excellence. C'est une école d'excellence nationale qui marche très bien. Après, il y a eu l'introduction de l'enseignement de la langue anglaise aussi dans les écoles publiques. Là, c'est en phase pilote. C'est un projet qui sera concrétisé, généralisé dans les années à venir. Parce que vous savez, maintenant, à l'heure de la mondialisation, il est primordial que les futurs citoyens de Djibouti soient mis à l'heure, entre guillemets. Nous misons surtout sur la qualité de l'enseignement. Et cette qualité de l'enseignement passe par la qualité de l'enseignant. Donc, j'ai pas évoqué les CFEF. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du cadre unique des enseignants. Dans les temps, un professeur né avec une licence, on le recrutait, on l'envoyait directement dans un
un collège. Désormais, les futurs professeurs passent par l'étape de la formation. Comme pour les instituteurs dans le temps, il faut une année de formation au CFEF et une année au cours de laquelle on leur apprend la pédagogie, on renforce leur niveau de français aussi. Donc, il y a cette formation qui s'est faite au niveau du CFEF. La qualité visée, est-ce qu'elle est au rendez-vous? En 2 ans, il est encore tôt pour tirer une conclusion, mais je crois qu'il y a des améliorations. Il y a les motivations. Les inspecteurs sont motivés, les conseillers pédagogiques sont motivés, les enseignants aussi. Donc, il y a une volonté commune. Il y a la prise de conscience qui est généralisée. On est tous d'accord pour veiller à ce que le niveau d'enseignement de nos enfants doit s'améliorer. Surtout aussi que l'année dernière, le projet phare, c'était l'école inclusive. L'école inclusive, c'est l'ambition. Là, on parle de la transformation de l'école. C'est l'année 1, cette année, l'année 0, comme on dit. Donc, la transformation de l'école. On veut une école de Djibouti transformée. On veut une école inclusive et de qualité pour tous les enfants. Donc, tous ces projets que j'évoquais concourent à la mise en place de cette nouvelle école. Donc voilà, on est en plein dedans. Cette transformation de l'école passe par tout ça, par la qualité des enseignements, par la qualité des enseignants. Elle passe par la qualité des inspecteurs, du personnel d'encadrement. L'école inclusive passe aussi par l'amélioration des conditions de travail dans les écoles. Les proviseurs ou les principaux adjoints ont eu droit aussi à un concours. Parce que, quand on a commencé par les adjoints, parce que les principaux, il y a des gens qui sont déjà en place. On va pas du jour au lendemain leur dire, voilà, désormais c'est les concours, vous allez-y. Non. Donc, on a décidé de recruter les adjoints par concours. Selon les besoins aussi. Dès qu'il y a des postes vacants, on fait un concours. Donc, ces adjoints qui sont amenés à devenir plus tard principaux ou proviseurs. Ça aussi, c'est dans le cadre de la transformation de l'école. Après, il y a la gare, la gestion axée sur les résultats. Il est demandé des résultats. À la fin de chaque année, les chefs d'établissement, les enseignants à leur niveau, les inspecteurs doivent donner des résultats. Donc, au niveau des écoles, ces résultats, c'est par examen, le nombre d'enfants admis aux examens. La gestion axée sur les résultats est aussi des mises. Récemment, le directeur d'école de base ont passé les concours à l'UCAFMA, mais pas les enseignants. Pourquoi? Le CAFMA, c'est un diplôme, c'est un certificat qui est exigé normalement pour devenir directeur d'école et conseiller pédagogique. Dans le temps, c'était comme ça. Bon, maintenant, depuis 20 ans, maintenant 10 ans, on n'exigeait plus parce qu'il y a des modes étaient trop importantes, je crois. On n'exigeait plus les CAFMA pour devenir directeur d'école, donc on nommait les gens, conseillers pédagogiques, on nommait des directeurs d'école sans CAFMA. Maintenant, nous avons instauré l'exigence du CAFMA pour devenir directeur d'école. Donc, pourquoi on a commencé par les directeurs d'école? Pour les principaux que j'évoquais tout à l'heure, les directeurs d'école qui sont déjà sur place. Donc, à commencer par eux, voilà, le concours est là, passez votre CAFMA. Vous l'avez, vous restez directeur, vous ne l'avez pas, appelez à d'autres fonctions. Maintenant, je crois que dès cette année, cet examen va être ouvert à l'ensemble des enseignants. Ce ne va plus se limiter aux directeurs, mais le concours sera ouvert à tout le monde. La nouveauté que vous avez oubliée, je pense, Monsieur Mohamed, auparavant, il n'y avait pas inspecteur de la vie scolaire. C'est l'une des grandes nouveautés aussi. L'inspecteur de la vie scolaire, c'est une nouvelle inspection qui est là, avec un nombre d'expérience, au parcours très important. Un enseignant qui a commencé à la base pour devenir directeur d'école. Bon, je vais l'évoquer puisque je le connais. Pour devenir directeur d'école, puis professeur, puis principal, etc. Donc, un nombre d'expérience, je veux dire. Cette inspection, on a jugé qu'elle était importante. Pourquoi? Parce que quand on dit la vie scolaire, c'est tout ce qui tourne autour de la pédagogie. Il n'y a pas que la pédagogie à l'école, mais il y a l'environnement. Il y a les activités parascolaires, comme on les appelle. Il y a la lecture, la poésie, le théâtre, vous qui êtes une dame de théâtre. Donc, toutes ces activités qui tournent autour de l'école méritent d'être valorisées. Donc, l'inspecteur des vies scolaires est chargé justement de promouvoir toutes ces activités d'éveil, parce qu'un enfant qui n'est pas éveillé peut avoir des lacunes dans l'apprentissage. Donc, un enfant éveillé, c'est un enfant épanoui. Et un enfant épanoui, c'est un enfant heureux. D'où l'importance de cette inspection, qui aura également en charge les surveillants, les CPE, tous ces gens-là qui ont affaire aux enfants, qui ont affaire aux élèves, relèveront désormais de cette inspection. Donc, la surveillance sera améliorée, les relations avec les enfants seront améliorées. Les enfants ne sont pas là juste pour être surveillés pendant les cours de récréation et sanctionnés pour leurs absences ou leurs retards comme cela se faisait. Non, les enfants, il faut leur parler. Les enfants, il faut les écouter. Les enfants sont des gens intelligents aussi. Tous les personnels de surveillance seront formés au fur et à mesure. L'inspecteur est là pour y veiller. On a créé à cause de ça aussi Absence Zéro. Zéro élève dehors, c'est l'un des projets qui intègre cette démarche de la vie scolaire.
Donc maintenant, avant les enfants, pendant les heures de permanence, les enfants sortaient, quittaient l'établissement. Certains restaient dehors pour attendre et pour rentrer tout de suite, mais d'autres allaient sur les plages, d'autres allaient dans les quartiers, ne revenaient plus, séchés. On a jugé qu'il n'était pas normal de laisser les enfants traîner parce que parfois ils sont exposés à des dangers, des drogues, à d'autres dangers. On a jugé qu'il était important pour leur sécurité d'abord et deuxièmement pour éviter les absences au cours des journées à cause de ces heures de pause. On a décidé que les enfants ne quittent pas l'établissement pendant les heures de pause. Donc, mais après, il faut les occuper. Comment les occuper? C'est aussi le travail de la vie scolaire. Et qu'est-ce qu'il reste à faire alors, Monsieur Mohamed? Il reste beaucoup à faire. Il reste encore à travailler sur la qualité. La qualité, on va toujours en parler. Après, il faut encore renforcer les capacités des enseignants. Il y a la formation continue qui est là. Donc, cette formation continue doit être renforcée. L'encadrement pédagogique doit encore être renforcé. Il y aura encore des recrutements des inspecteurs. Après, il reste encore à améliorer, je crois, dans les régions, par exemple, les capacités de déplacement, les capacités des équipes d'encadrement. Il faudra renforcer peut-être leurs moyens de locomotion encore. Peut-être au niveau des logements aussi, je dirais, parce que vous savez, il y a des endroits où les enseignants ne sont pas très bien logés. Nous, dans le temps, on avait des logements qui étaient réhabilités tout le temps, bénéficiaient de meubles qui étaient donnés par les finances. Les logements sont toujours là, mais ces logements nécessitent de la réhabilitation parce que dans beaucoup d'écoles, il y a des logements en délibération avancée. Donc, les enseignants se louent parfois des maisons quand c'est disponible, mais il y a des endroits où il n'y a même pas de logements disponibles pour louer. Donc, ils sont très mal logés. Des fois, ils logent dans les salles de classe, ce qui n'est pas normal. Donc, je crois qu'il faut améliorer à ce niveau-là aussi, parce que c'est important d'améliorer les conditions de vie des enseignants. Enseignants mal logés, cela peut impacter sur son rendement. Donc, je crois que là aussi, nous avons un travail à faire. Pour terminer, Monsieur Mohamed, les mots de la fin. Voilà, pour terminer, les mots de la fin, l'école djiboutienne, qu'on a évoquée tout à l'heure, inclusive et de qualité, c'est pour tous les enfants de Djibouti. La capitale, c'est pour les enfants des régions. On n'a pas évoqué, mais on a aussi travaillé beaucoup sur l'ouverture des écoles dans les régions. Rien que dans la région de Tchoura 3, 2, dans la région d'Obok. On n'a pas encore construit, mais on a commencé avec les écoles qu'on appelle communautaires. Une école est en construction aussi dans la région d'Alissabié. On a fait beaucoup dans ce domaine aussi. On va continuer. La priorité du ministère, la priorité du gouvernement, c'est chaque enfant djiboutien a droit à l'école, quel que soit son lieu de vie. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed, surtout. Merci d'avoir accepté cette interview. Et la radio scolaire éducative d'Ikripen vous remercie. Merci à vous et bonnes vacances, bonnes fêtes de fin d'année. L'engagement et la mobilisation du ministère de l'Éducation est essentiel à l'atteinte des objectifs de leur feuille de route. Les MENFOP a relevé avec brio les nombreux défis qui les attendaient en mettant en commun leurs compétences et leur énergie. Et pour continuer encore sur ce chemin, ils souhaitent travailler en partenariat avec tous les acteurs impliqués dans leur sphère d'activité, y compris les parents, afin d'offrir aux écoliers et aux étudiants du milieu de vie et d'apprentissage innovants, stimulants, accueillants et sécuritaire. Enfin, leur feuille de route leur permet de poursuivre un virage important pour la réussite éducative de toutes et de tous. Un virage marqué par des valeurs d'équité, d'inclusion et d'égalité des chances.